Bonjour à toi, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Justine, qui est consultante en écotourisme. Alors moi-même, je sais pas très bien exactement ce que ça veut dire. Donc je pense que la meilleure des solutions, c'est de lui demander. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis consultante en écotourisme animalier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement le fait d'accompagner les professionnels du tourisme à développer des offres en accord avec le tourisme durable et principalement en accord avec le bien-être animal, qui est justement une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et j'aurais hâte d'en discuter un petit peu plus de vive voix avec vous et avec Marine aussi. Ça tombe bien, je suis là. C'est quand même bien foutu, hein. C'est ça, c'est parfait, c'est pratique. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu plus en profondeur quels sont tes rôles, tes missions, qu'est-ce que tu fais concrètement pour ce que tu appelles l'écotourisme? Alors, j'ai fait une formation avec une de mes collègues pour former les agences de voyage. L'idée, c'est de leur apporter des informations sur le tourisme durable, donc le côté environnemental, solidaire, social, et puis économique aussi, parce que bon, il faut que l'argent du tourisme, en fait, puisse profiter à des organismes concrets et à l'économie locale du pays. Et puis, l'idée, c'est de parler du bien-être animal. C'est une notion qui a beaucoup avancé dans d'autres domaines, comme la cosmétique, le textile, voilà, tout ce qui est testé sur les animaux, etc. Et quand on voyage, on a aussi envie d'aller voir les animaux, d'aller les rencontrer. Et donc, c'est de le faire de la meilleure des manières possibles, sans maltraitance, sans dérangement aussi, quand on est en milieu naturel. Et c'est donc leur apporter toutes ces informations pour faire du tourisme un levier de conservation, comme on dit si bien. Ok, donc concrètement, pour nous, si on se mettait en position de, voilà, je suis une touriste et j'ai envie de voir des animaux pendant mon voyage. Qu'est-ce qui concrètement peut me faire dire, ok, là c'est de l'écotourisme, là je ne viens pas déranger un écosystème et c'est ok en fait d'aller au contact de ces animaux-là? Ouais. Alors il y a deux façons de rencontrer les animaux, soit en captivité, comme on voit beaucoup, que ce soit les zoos, je les compte pas vraiment dedans parce que c'est un peu à part, mais ça peut être un sanctuaire, ça peut être je dis sanctuaire avec des guillemets parce qu'il y a tout et n'importe quoi en termes de sanctuaire, mais ça peut être aussi rencontrer des associations de préservation de la faune, etc. Donc en fait, quand on va dans un sanctuaire, il n'y a pas du tout d'interaction avec les animaux. L'idée, c'est qu'ils fassent leur vie comme ils l'entendent et que nous, on n'interfère pas en fait dans leur comportement naturel. Par exemple, si on va voir un sanctuaire où on propose de caresser ou d'interagir ou de prendre le bain avec ou autre, et là, on interfère dans leur vie quotidienne et ça passe forcément par de la maltraitance parce que ce sont des animaux sauvages. Ils peuvent pas être domestiqués. Et l'autre manière, justement, pour rencontrer les animaux, c'est d'aller dans leur milieu naturel. Et là, il y a aussi du tout et n'importe quoi. La problématique principale, ça va être la surfréquentation, un lieu qui est très très touristique, il y aura beaucoup de monde. Et la deuxième problématique, ça va être le dérangement, le fait de poursuivre un animal parce qu'on va s'approcher un maximum pour faire une photo. Il y a beaucoup de gens qui partent en safari, qui prennent un téléphone au lieu d'avoir un appareil photo. Malheureusement, ça existe. Et donc, ils veulent s'approcher au maximum parce qu'ils le voient trop de loin. et donc, voilà, tout simplement. Et puis donc, en fait, là, pour le coup, on a vraiment un impact dans leur vie quotidienne dans le sens où, par exemple, ils sont en train de chasser et si on arrive avec plein de voitures, peut-être qu'il va louper sa chasse. On ne sait pas depuis quand il n'aura pas mangé. Est-ce qu'il aura l'énergie nécessaire pour manger après, in fine. Et donc, là, pour le coup, on peut mettre sa vie en danger par rapport à tout ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de respecter les animaux, les règles d'approche, les règles de sécurité. On dit toujours que le respect égale sécurité, et c'est vrai, à la plupart des accidents, c'est parce que les humains n'ont pas respecté l'animal, et donc l'animal s'est défendu et a montré son mécontentement. Ok, donc concrètement, dans ce que tu nous dis, il n'y a pas de bon safari. Alors un bon safari, ce serait un safari qui respecte l'animal, mais peut-être pas trop le côté porte-monnaie des gens qui l'embarquent, parce que le côté porte-monnaie dirait il faut que je les emmène le plus près possible pour avoir une bonne note sur TripAdvisor. Enfin, je dis n'importe quoi, mais un petit peu après ça. Ce serait plutôt celui qui dit ok, le bon safari, non, tu vas le voir de loin, mais ça respecte l'animal, et du coup, c'est pas forcément satisfaisant pour celui qui voulait la photo de l'année, quoi. C'est ça, exactement. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant, le fait de donner en fait un pourboire au guide ou au chauffeur qui est avec eux pour justement l'emmener au plus près de l'animal. Il y en a beaucoup qui font ça encore aujourd'hui, malheureusement. Donc l'idée, c'est aussi de les former eux et de mieux les payer, justement pour qu'ils disent non à ces pourboires-là, qu'ils aient un salaire vraiment décent
et qu'ils puissent vivre correctement derrière. Donc en fait, le bon safari, je dirais, peut coûter un petit peu plus cher parce que ça va se faire dans des réserves privées avec des gens qui sont beaucoup mieux payés, des formés aussi, des rangers, et l'argent de ce tourisme-là va servir aussi à lutter contre le braconnage derrière. Donc il y a quand même un suivi qui est fait de ces animaux principalement. Et puis l'argent de l'écotourisme va servir à payer des éco-gardes aussi pour lutter contre le braconnage. Et souvent, il y a beaucoup de braconniers qui deviennent des éco-gardes derrière parce qu'ils connaissent les lieux, ils connaissent les animaux, ils savent où ils sont. Et donc, en fait, on va transformer leur activité de quelque chose de négatif vers quelque chose de positif. Oui, ça peut coûter un petit peu plus cher, mais au final, c'est pas faire plein d'activités qui coûtent pas cher, qu'on accumule, etc. Mais c'est plutôt sélectionner les activités. Ok, certes, ça va être un budget qui sera un peu plus conséquent. In fine, le prix global du voyage sera le même au final, mais on aura peut-être un peu moins d'expérience, mais beaucoup plus qualitative. Ce qui fait qu'on va garder en mémoire cette activité qui était magique, qui était vraiment fabuleuse. On a des étoiles plein les yeux, plutôt que de faire plusieurs activités où au final, c'était pas bien derrière. Et on va dire, c'était nul, j'aurais jamais dû faire ça, je suis déçue, etc. Et au final, nous, les Français, enfin même les humains en général, on garde vraiment les aspects négatifs en tête et plus les aspects positifs. Et là, le but, c'est de faire d'un voyage quelque chose de magique et pas quelque chose où on regrette, qu'on culpabilise, etc. Et tu nous parlais aussi de tout ce qui est donc les rencontres en milieu sauvage, donc ce qu'on appelle les safaris, si j'ai bien compris. Et il y a aussi les rencontres dans ce que tu appelais des sanctuaires ou des réserves, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où on nous propose de toucher l'animal, d'entrer dans sa bulle, à partir de là, on peut commencer à se poser des questions? Exactement. Dans tous les cas, quand on propose une activité avec des animaux, là, il faut se dire, ok, à quoi je dois faire attention? L'idée, c'est de se dire, bon voilà, d'où vient l'animal? Ça, c'est important. Est-ce qu'il a été sauvé? Est-ce qu'il a été récupéré? Est-ce qu'il provient de trafic d'animaux sauvages? D'où est-ce qu'ils viennent? Et normalement, ça doit être dit sur les sites, etc. À partir du moment où il y a une interaction proche de l'animal, quand on nous dit qu'il est sauvé ou quoi que ce soit, oui, il peut être sauvé d'une manière ou d'une autre, de la maltraitance, etc. Mais derrière, on continue en fait à créer cette peur, à créer cette soumission en fait de l'animal à l'homme. Et donc c'est à nous de dire non, j'ai très envie de les toucher, j'ai très envie de les voir, mais c'est à nous de leur dire non pour leur bien-être en fait. Et donc de garder une distance par rapport à eux. Et donc d'être informé d'une certaine façon. Parce qu'il y a des choses que je vois qui sont quand même très très fréquentes. On peut parler par exemple, je sais pas, des balades à dos d'éléphant. Dans un certain pays, il y a aussi des petits singes avec lesquels ils nous font faire des photos, me semble-t-il. Oui. Est-ce que, voilà, tout ça, ça fait partie des exemples qu'on pourrait citer? Ah, totalement. Bon, les éléphants, c'est un peu ma spécialité. Parfait, allons-y le sujet par cœur. Eux, ils passent par un processus de maltraitance qui dure plusieurs jours, enfin une semaine. En général, c'est les bébés qu'on frappe. Ils sont attachés pendant une semaine sans eau ni nourriture. On les frappe jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Il y a beaucoup d'éléphantaux qui meurent de cette pratique avant d'atteindre l'âge adulte. Et une fois qu'ils sont soumis, ils sont toujours maltraités par les cornacs ou les maouts qui s'occupent des éléphants. Et donc c'est avec des grands crochets, un grand bâton avec un grand crochet qui fait ça. Bon, on leur tape dessus pour les faire avancer, pour leur dire d'obéir, de soit s'asseoir là, marcher là, etc. Et donc il y a toujours une maltraitance qui continue. On les voit, ils sont hyper maigres parce qu'ils peuvent pas manger, ils peuvent pas boire à leur faim et à leur soif. Donc là, pour le coup, ça cautionne cette maltraitance. Et là, ils ont remplacé plus cette activité par les balades à dos les bains avec les éléphants, pardon. Et les bains avec les éléphants, en fait, on se dit, ah, mais je vais gratter le bidou de l'éléphant, ça lui fait pas mal. Mais en fait, l'éléphant, il n'a pas besoin de nous pour ça, déjà, de 1. Et de 2, en fait, on continue à cautionner cette maltraitance qu'ils ont subie par le passé. Et donc, en fait, ils sont toujours soumis quelque part parce que un éléphant, ça oublie rien. Donc, il fait pas ce qu'on lui dit de faire, soit il va se rebeller, soit il va se reprendre des coups en fait. Donc c'est à nous de dire non, je vais pas faire ça. Le mieux c'est de le mettre dans son milieu naturel, de le regarder faire sa vie. Et franchement, un éléphant c'est très drôle. Donc on en apprend mieux en l'observant de loin que qu'en se baignant avec. Et puis bon, c'est un moment où le bain, il va jouer avec ses congénères, il va se sociabiliser. Et en fait, je trouve que c'est plus fascinant de regarder ça que de participer et de les voir en mode léthargique dans l'eau, quoi. Okay. Et en plus, c'est pas très hygiénique. Ouais, faut vouloir, quoi, à un moment donné. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une bonne manière de créer un partenariat avec un éléphant d'une certaine façon. Il n'y a pas une méthode d'éducation qui ne soit pas violente? Non. En aucun cas. Un éléphant sauvage, ça reste un éléphant sauvage. On s'approche pas d'eux, on se fait laminer, quoi. Mais les animaux, même
ne serait-ce un éléphant ou même tous les animaux sauvages, ils passent forcément par la maltraitance obligée. Parce que il y a des espèces, par exemple, ça s'est fait, on va prendre les bébés, par exemple, on va les nourrir, etc. Mais là, pour le coup, il y a quand même de la maltraitance dans le sens où on les tape s'ils font pas bien les choses, mais la domestication, elle se fait sur des années, des siècles, etc. Enfin, on l'a vu avec le chien, les chevaux, ça fait super longtemps. Un éléphant, c'est encore trop récent, on peut pas faire ça pour le moment. Donc, y compris dans les cirques, même si c'est pas le sujet, mais c'est le sujet par... C'est ça. Les cirques, c'est pareil, hein. Tous les animaux sauvages, ils sont maltraités. Ils vivent dans des petites cages. C'est pas du tout adapté aussi à leur milieu naturel, à leurs besoins physiologiques aussi, d'avoir tant de kilomètres carrés pour vivre, etc. Donc, ça contribue à la maltraitance et aux critères de bien-être animal au final. Et encore que j'ai l'impression que sur le sujet des cirques, justement, ça a tendance à pas mal avancer, notamment en France, où les cirques maintenant avec animaux sont moins bien vus déjà, et puis je crois qu'ils sont même interdits, ou le deviennent en tout cas de plus en plus. Alors c'est la reproduction qui est interdite pour le moment, mais il y a pas très longtemps, j'ai vu un cirque avec plein d'animaux à Istres, à côté de Marseille. Voilà, ils sont encore parqués, il y a un hippopotame qui n'a rien à faire là, bref, on en est loin encore parce que c'est une grande famille de cirque, enfin c'est des circassiens, donc... C'est-à-dire que sur le papier, ils n'ont pas le droit d'acquérir de nouveaux animaux? C'est ça, acquérir des nouveaux et la reproduction, reproduire des animaux entre eux Et donc il y a des bébés lions qui ont été récupérés justement de ce cirque parce que ils n'avaient pas le droit de faire de la reproduction. Ok, mais ils peuvent pas non plus aller en chercher ailleurs. Non, donc il y a bien un moment donné où ça va s'essouffler et où les vieux animaux, en théorie, ne seront pas remplacés. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces animaux? Parce qu'ils pourront pas être relâchés dans la nature. Ça aussi, est-ce qu'ils vont finir leur vie en zoo? Est-ce qu'ils vont être récupérés par une association? En fait, c'est bien beau d'arrêter tout ça, de dire stop. Mais en fait, on n'a pas pensé à l'après. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces animaux? Où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont aller dans une association où ils vont pouvoir être réhabilités plus tard? Mais ça demande... Est-ce qu'ils vont être en bonne santé aussi pour le faire? Mais ça demande des années, des mois. Et puis même réapprendre à devenir sauvage, à redevenir sauvage. Et on peut réapprendre à devenir sauvage? Tout à fait. On le voit aussi avec Marineland qui va fermer ses portes là incessamment sous peu. Ça peut prendre 6 mois jusqu'à 2 ans pour relâcher des dauphins ou des orques. Il y a des sanctuaires qui existent. Mais la solution... l'argent quoi, c'est le malheureusement c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi ce qui fait qu'on prend des mauvaises décisions et on va les mettre dans d'autres parcs, dans d'autres centres pour qu'ils continuent à faire ça en fait ailleurs. Ah d'accord, donc c'est à dire que là on dit youpi ça y est il sort de son bassin, en fait non, il continue ailleurs quoi. D'accord. Et on ferme les yeux un peu sur ça. C'est plus chez nous, donc ça rappelle pas mal de sujets différents, ça, quand même. Ok. C'est vrai. Et est-ce que maintenant, avec cette exposition qu'on a justement des cirques, on se dit le bien-être animal, etc., il y a quand même une certaine pression, parce que justement c'est sous nos yeux. Est-ce que justement les gens n'ont pas tendance à se dire je vais aller faire du tourisme, ou je vais aller voir justement des animaux, les gratter, les voir de près, etc. Est-ce que justement, ouvrir les yeux d'un côté ne crée pas des dérives de l'autre, finalement? Tout à fait, c'est exactement ça. Parce que les gens qui vont dans les cirques, c'est que on peut pas leur en vouloir de toute manière, parce que ça reste quand même attrayant de voir des animaux, de se dire là moi j'ai pas les moyens d'aller dans un zoo, j'ai pas les moyens d'aller ailleurs ou je ne sais quoi, ni de voyager, et donc la solution de facilité ça reste d'aller dans les cirques. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se développent pour voir des animaux, certes pas en vrai, mais il peut y avoir la réalité virtuelle, il peut y avoir des reporters animaliers, moi je trouve ça magnifique. Ça dépend lesquels, mais là aussi il y a boire et à manger dedans. Mais voilà, l'idée c'est de... Comme on dit, le Covid, pareil, il a créé... Les gens ont envie de se reconnecter à la nature, ils ont envie d'aller dehors, ils ont envie de marcher. Le souci, c'est que ils connaissent pas les règles d'approche de sécurité, et donc c'est là où on va créer du dérangement derrière, que ce soit pour nos animaux, nous, chez nous, les oiseaux, les biches ou autres, que les animaux en safari dans d'autres pays. D'accord. Et on a parlé donc des éléphants juste avant, les dérives et la maltraitance qui est malheureusement une obligation quand on veut travailler ou faire quelque chose avec ces animaux-là. Est-ce que tu as d'autres exemples qui sont justement répandus et auxquels les gens ne penseraient pas forcément maltraitance? Tout ce qui est selfie avec les animaux, là aussi pareil, il y a quand même de la maltraitance derrière. Les photos avec les singes, on en revient là aussi, c'est pareil. Et aussi les achats en voyage, par exemple quand on va acheter des spécialités locales. Ça peut être des noix de coco, par exemple, on va utiliser les singes, aller chercher les noix de coco beaucoup en Thaïlande, ça se fait. Dans les pays d'Asie principalement, il y a beaucoup de problématiques là-bas.
Il y a en Indonésie, enfin à Bali notamment, où on va dans des fermes de café et on se dit, oh, je vais boire du café, c'est le café le plus cher du monde, le café Kopi Luwak. Et en fait, derrière, c'est des civettes, c'est des petits mammifères qui sont enfermés dans des cages, qui vont manger des cerises de café, qui vont les ingérer. Et en fait, le noyau, on va les retrouver dans les excréments et c'est ça qu'on va récupérer pour faire du café. Et ils vivent dans des conditions affreuses. Ils vous disent que c'est des animaux sauvages qui vivent en milieu naturel, mais oui, bien sûr. Tous les matins, ils vont aller se lever, ramasser les crottes, bien sûr. C'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est ça. Et en fait, ils sont conditionnés, quoi. C'est ça. Et donc, ça génère beaucoup de maladies, hein, même des maladies qui peuvent être transmissibles aux hommes. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est lié. Hein, le Covid, ça vient de là. On l'a vu un petit peu. Voilà, tout est lié, en fait. Donc, c'est à nous de respecter les animaux pour avoir une planète en meilleure santé aussi. Et du coup, in fine, avoir moins de problématiques climatiques ou de santé, quoi. Donc, tu nous as parlé des éléphants, tu nous as parlé des singes, des civettes aussi. Est-ce qu'il y a des animaux, par exemple, auxquels on ne penserait pas, pour le coup, et qui peuvent être des dommages collatéraux Oui, les ânes. On voit beaucoup de balades en âne, des balades à dos d'âne. Ça se développe de plus en plus, mais les ânes, ce ne sont pas des chevaux. Et c'est vrai qu'ils sont faits pour porter des charges sur les côtés et pas sur le dessus. Donc on pense notamment à Santorin, où les touristes, en Grèce, où les touristes, ils sont dessus, ils montent les 600 et quelques marches pour arriver tout au sommet, en plein cagnard, etc. Et voilà, il n'y a pas que des enfants dessus. Donc là, problème, les rhumatismes, problème de santé, ils boivent pas, ils mangent pas. Enfin, en fait, toutes les activités des animaux de transport, en fait, même les huskies. Les huskies, c'est très répandu. Ils sont hyper nombreux. Enfin, là aussi, il y a des problématiques où la période touristique est très courte, donc il faut faire un rendement assez important parce que on n'a pas beaucoup de temps pour faire de l'argent. Et ce qui fait que les chiens, ils courent non-stop. Ils sont faits pour courir, mais jusqu'à un certain point. Donc là aussi, c'est dans quelles conditions vivent ces chiens. Est-ce que quand ils sont malades, est-ce qu'ils courent quand même? Et oui, ça s'est vu. Il y en a, ils ont, désolé, la diarrhée, mais ils courent quand même. Et donc, c'est parce que c'est l'argent à tout prix. Il y a les balades à dromadaire aussi, les calèches avec les chevaux. On n'y pense pas forcément, mais c'est les conditions de travail en fait qui font que derrière c'est problématique. Il n'y a pas encore le syndicat qui s'offusque des conditions. Non, malheureusement. Et donc voilà, c'est ça aussi de se dire combien de temps ils travaillent par jour. Est-ce qu'ils ont le temps de se reposer, de manger, de boire. En fait, c'est plutôt ça l'idée. Et donc, c'est de se dire, de combien j'ai besoin pour vivre, ça représente combien de sorties, et c'est là où il faut, en fait, cloisonner et pas faire toujours plus d'argent, quoi. Ouais, arriver à se dire, ok, est-ce que vraiment j'ai besoin d'un billet en plus ou plus de penser au bien-être de l'animal qui est concerné et qui est finalement ce qui me ramène de l'argent, donc il faut peut-être aussi un petit peu le préserver. Exactement. Et ça, l'humain, il a du mal à mettre le billet de côté par rapport à la santé. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, du coup, nous, on a créé une association donc, avec des collègues et d'autres professionnels du tourisme qui s'appelle Pact for Wildlife. Et l'idée, c'est de sensibiliser à toutes ces dérives, de créer des groupes de discussion avec les professionnels du tourisme pour justement générer des idées, pour mettre en place après des projets derrière de conservation ou même de sensibilisation ou autre pour porter un peu le message à plus grande échelle. Et on a créé un petit jeu, c'est très facile, on est en train de le développer pour que ce soit encore un petit peu plus ludique, qu'il y ait un peu plus de défis en fait derrière. Et donc c'est un petit jeu de loi où on fait le tour du monde et puis on apprend plein de choses en s'amusant. Et je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre et de sensibiliser, c'est par le jeu, parce que de dire c'est pas bien, ça décourage tout le monde, surtout si on n'a pas de solution derrière ou autre. Donc voilà. Et justement, des solutions, tu en as proposé pour peut-être ces gens qui voudraient faire du tourisme et qui ne savent plus comment faire? Oui, alors là, je suis en train de développer justement une plateforme pour réserver les activités en lien avec le bien-être animal, en lien avec l'écotourisme, tout ce qui est slow tourisme. Qu'est-ce que tu appelles le slow tourisme? C'est prendre le temps de voyager. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Okay. Il y a là, puis à vélo, ça peut être du kayak, quand on se balade tranquillement et pas faire les choses à la va-vite en fait, dans la vie de tous les jours, et puis profiter en fait. Et c'est comme ça qu'on découvre en fait des merveilleuses choses avec la population locale, les animaux ou autres. On découvre vraiment beaucoup de choses. Et puis c'est de proposer des offres qui soient aussi en accord avec tout ça et mettre en avant les acteurs qui sont engagés, que ce soit des associations, des prestataires d'activités qui sont engagés.
et qu'on ne voit pas tous les jours et qui ne sont pas assez mis en avant, je trouve. Tu as des associations à l'esprit qui peut-être parfois posent leur sigle ou des petites choses où on peut se dire ah ben là je peux y aller en confiance parce que cette association dans le tourisme valide. Non, il n'y en a pas. Mais justement avec l'association on est en train de développer un label sur ça, donc ça va être vraiment le travail de 2025 de poser les critères comme il faut, de pouvoir commencer à auditer et à délivrer ce label, mais c'est vraiment spécifique au bien-être animal et la préservation de la biodiversité. Donc on va pas parler de la situation salariale derrière ou autre parce que c'est pas le sujet. Pour nous c'est les animaux en priorité et puis il y a d'autres labels dans le tourisme durable qui peuvent exister, mais ils n'intègrent pas le bien-être animal. Ok, c'est étonnant quand même parce que quand on veut être durable, l'être vivant reste quand même assez central dans la question. Eh bien, c'est le climat avant tout, hein, et pas les animaux. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé donc, de la condition animale, etc. Peut-être un petit peu moins de l'environnement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui pourraient te venir à l'esprit par rapport à l'environnement ou un impact en particulier que l'humain peut avoir dans son tourisme où on n'aurait pas forcément ça l'impression. revient, on en parle tout le temps, mais c'est les déchets. Qu'est-ce qu'on va mettre dans sa valise justement pour partir en voyage? Est-ce que ça va être des produits à usage unique qu'on va jeter sur place? Eux, ils n'ont pas forcément les infrastructures pour trier les déchets, etc. Ou est-ce que ça va être des petits savons solides, par exemple, et qui durent quand même beaucoup plus longtemps qu'un petit flacon dans un plastique voilà. Et puis, ça va être aussi, quand on va se balader, est-ce que je vais jeter mes déchets dans la nature? Est-ce que je vais les garder avec moi? Est-ce que je vais les mettre dans la poubelle? Moi, je conseille toujours de le garder avec soi parce que souvent, on peut voir une poubelle, mais après, elle peut se remplir très vite et ça va finir dans la nature s'il n'y a pas de ramassage de déchets qui se fait fréquemment. Donc, on le voit beaucoup sur les plages, par exemple. Ouais. Mais ce que tu nous dis là, c'est à la portée de tout le monde, en fait. Il n'y a rien de fou quand on y réfléchit un tant soit peu. Okay. Non, mais c'est ça, c'est à la portée de tous, mais ça paraît tellement évident qu'au final, on s'en rend même plus compte. Et c'est ça, en fait, c'est retrouver ce côté terre à terre et de se dire, mais attends, ça me paraît logique, en fait. C'est très logique. Ok. Eh ben, écoute, déjà, moi, je trouve ça super intéressant, tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Si je devais résumer un petit peu, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas grand-chose pour savoir si on fait de l'écotourisme ou juste du tourisme, si ce n'est du bon sens, prendre du recul sur les choses, observer justement avec ce bon sens, voir si ça nous paraît éthique ou non. Et puis l'association est là pour ça aussi. Ouais. Maintenant, elle est là, donc on peut quand même consulter, même si le label n'y est pas. C'est ça, nous poser des questions aussi, nous contacter. On est là aussi pour répondre. Par exemple, si vous avez envie de faire une activité dans un endroit, vous savez pas forcément si c'est bien ou pas. Nous, on peut aussi se renseigner. On connaît plein de monde aussi. Si jamais, on a des biologistes marins, on a des guides naturalistes qui sont dans l'association aussi. Donc, on s'aide de ces gens-là, nous, pour connaître les bonnes pratiques en milieu touristique. Vous partez au et fond, puis, c'est ça. On a aussi besoin des gens, quand ils font une activité, de nous dire en fait si cette activité elle était bien ou pas. Ça nous permet d'avoir une belle base de données aussi derrière. Et puis le fait de savoir si c'était mal fait, mal géré, nous on peut les contacter et voir aussi comment est-ce qu'on peut leur donner des clés de bonnes pratiques, etc. pour respecter l'animal. Donc c'est là aussi tout l'enjeu de l'association d'avoir ces retours-là. Ok, donc les amis, je vais vous mettre dans la description l'association justement, le lien. Vous avez un site, j'imagine? Oui. Ouais. Je vous mets le site. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que s'il s'agit d'animaux sauvages, à partir du moment où on commence à nous dire venez, on va gratter ou venez, on s'approche très près, c'est déjà un petit peu une mauvaise nouvelle. Alors il y a peut-être des exceptions, dont je ne sais pas d'ailleurs dans des centres de sauvegarde ou des choses, non, vraiment dès qu'on nous dit il faut s'approcher, c'est pas une bonne idée. Ouais, alors il y aura l'éco-volontariat, mais c'est un peu différent. Ah, c'est différent. Pour moi, c'est différent dans le sens où c'est les soigneurs qui doivent s'occuper des animaux. Surtout s'il y a de la réhabilitation derrière. C'est-à-dire si on les relâche dans la nature, ils doivent être en aucun cas proches des hommes parce que ça peut leur nuire après derrière. Ils vont s'approcher des braconniers ou autres pour leur survie. Après, si c'est des animaux qui ne sont pas réhabilitables, là, malheureusement, oui, ils vont être proches des hommes parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il faut pas que ce soit une personne qui change tous les jours. Il faut que ce soit la même personne sur le long terme parce que les animaux finalement s'attachent. Ils ont des émotions et tout ça. Donc là pour le coup c'est des missions à long terme quand même. Ouais, c'est un petit peu comme pour nous. Si on a une femme de ménage ou une aide à domicile ou quelqu'un en particulier, j'imagine que si ça change tous les jours, le climat de confiance il est pas exceptionnel, quoi. Exactement. C'est du bon sens en fait. Alors du coup, hey, vous voyez un petit peu l'envers du décor comme ça, c'est cool. Donc, hop, on va passer là.
Recoucou Justine. Donc j'allais juste te demander, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter à tout ce que tu nous as déjà dit jusque-là? Pour conclure, Oui, en soi. on a tous déjà fait des activités où on a eu des problématiques avec les animaux derrière. Enfin, moi, j'ai fait du whale watching, le fait d'aller observer les animaux marins. Et au final, je suis tombée dans un bateau qui les a pourchassés et je ne le savais pas. Donc, le but, c'est de ne pas culpabiliser parce qu'en fait, on ne savait pas, on ne sait pas l'envers du décor, comment ça va être fait, etc. Mais c'est surtout qu'une fois qu'on le sait maintenant, c'est de ne plus le reproduire et de se renseigner encore énormément derrière. Et nous, on a besoin de plus on est nombreux, en fait, plus on arrivera à faire bouger les choses et à faire du tourisme à levier de conservation parce que c'est hyper important pour les animaux, pour la planète et puis pour nous. Ok, donc tous ensemble, unis dans la bonne direction. C'est ça. Et on ça y va va. changer et on y va. Ok, c'était ton mot de la fin. C'était mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis vous tous là-bas derrière vos écrans, je vous dis à la semaine prochaine.